Aujourd'hui, on reçoit une voix qui traverse le rap français depuis plus de 30 ans sans jamais courir après les tendances. Artiste, auteur, MC, podcasteur, il a vu les époques changer, les systèmes évoluer, les formats se transformer, tout en restant fidèle à sa trajectoire. Des rap contenders aux cérémonies des flammes, jusqu'au programme Netflix Nouvelle École, il a animé des moments forts de la culture rap, un MC respecté. Avec son livre « J'étais là, 30 ans au cœur du rap », il ne raconte pas une success story, mais un parcours fait de choix, de silence, de refus et d'exigence. Ici, on va parler de durée, d'intégrité et de comment continuer à avancer quand tout bouge autour de soi. J'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui l'homme que l'on nomme Driver. Bienvenue chez Consensus Média. Salut. Salut, content d'être là, merci. On va commencer dans le vif du sujet. Ton livre, J'étais là, 30 ans au cœur du rap. Quand tu choisis le titre J'étais là, est-ce que c'était un constat ou un besoin de poser les choses à un moment précis dans ta vie? Pas du tout. Alors, le titre est venu... En fait, le livre, je l'ai coécrit avec Ismaël Merighetti. Et on était en train d'avancer sur le livre et on n'avait toujours pas de titre. Il me disait, ouais, il faut trouver un titre. Je suis nul pour trouver des titres. J'étais bon il y a très longtemps, mais aujourd'hui, je suis nul. Du coup, je ne trouvais pas. Et en fait, c'est une phrase qui revient souvent dans l'un de mes podcasts qui s'appelle Featuring, où je reçois des gens qui viennent raconter leur parcours. Et très souvent, à un moment dans leur parcours, ils parlent d'un épisode ou de plusieurs épisodes de leur vie où ils racontent un truc spécial. Et à chaque fois, je dis, mais j'étais là. Ils disent, ah ouais, t'étais là ce jour-là. Ouais, j'étais là. Je reçois un autre, il raconte sa vie. Ah, à ce moment, il y a eu ça. J'étais là. Et c'est une phrase qui revenait souvent. Et même les internautes disaient, mais Driver, il était partout. Machin. Et c'est là, Ismaël m'a dit, mais c'est ça le titre du livre. Et j'ai trouvé ça cool. Je dis, ouais, vu toutes les histoires et les anecdotes que je vais raconter dedans, j'étais là, c'est parfait. Donc ça vient de là, en fait. Merci, ouais. Ismaël. Big up à Ismaël, qu'on a eu l'honneur de recevoir également chez Consensus Média. Il était beau, il était bien maquillé. Tu parles d'anecdotes, il y a des anecdotes de fou malade dans ton livre, justement. Ouais. À un moment donné, tu racontes très concrètement ton adolescence à Sarcelles. Ouais. Le quartier, l'environnement, ce que tu observes très jeune. À ce moment-là, qu'est-ce que le rap t'a permis de faire que rien d'autre ne te permettait? Il y a tellement de choses. Là, tout de suite, je pense à déjà l'ouverture sur les gens. Parce que quand tu vis à Sarcelles, ton enfance, ton adolescence, moi j'y suis né, hein, mais ton enfance, ton adolescence, tu crois que tout le monde vit comme toi dans toute la France, voire dans le monde entier. Et le rap m'a fait sortir de Sarcelles, en vrai. Et j'ai commencé à rencontrer différents profils de personnes et je me suis dit, ah, il y a des gens qui vivent comme ça. Ah, mais il y a des gens qui vivent mieux que moi. Et moi, je vais vivre mieux que je vis aujourd'hui. Je vais être comme eux, en fait. L'ouverture sur le monde, parce que ça m'a fait voyager aussi. Découvrir d'autres cultures, d'autres gens. Et si j'avais pas fait de la musique, je serais peut-être pas autant sorti de Sarcelles que ça. Parce que j'aimais beaucoup ma ville. Et moi, ça m'allait de rester dans la ville du lundi au vendredi. Hop, le samedi, un petit tour à Paris, pas trop loin, Châtelet, c'est bien. Hop, on revient, le dimanche, je suis de retour dans la ville. C'était ça, moi, mon adolescence. Et le rap m'a fait sortir, aller plus loin que Châtelet. Ouais, mais oui, c'est ce que tu racontes exactement dans ton livre, que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire. Tu racontes beaucoup d'anecdotes. Tu es très attaché à Sarcelles. Tu es toujours à Sarcelles, toujours implanté. On m'appelle le maire. Et effectivement, tu racontes que, notamment le prolongement du RERD, tout ça, tu pensais qu'avant, il y avait vraiment l'épicentre, genre Sarcelles, et une fois que tu découvres, et le rap t'a permis vraiment ces connexions. Exactement. Ces connexions. À l'époque, c'était difficile comment les RER étaient faits en région parisienne. Ils n'étaient pas aussi longs qu'aujourd'hui. Ça s'arrêtait à Gare du Nord, tu disais. Voilà, et après, exactement. quand ça a été prolongé... Donc, la banlieue sud, on ne connaissait pas, nous. On était en banlieue nord, on connaissait que la banlieue nord et les villes d'à côté qui étaient sur notre ligne de RER. Et le rap a fait que je me retrouve dans Paris, dans des studios, dans des magasins et tout ça, et je rencontre des gens, par exemple, du 9-4. Et j'étais là, incroyable. On se connecte,
on parle, on fait de la musique ensemble. Des studios, des scènes. Exactement, des gens du 92, des gens de toutes les banlieues parisiennes, on se retrouvait à Paris. Et tout doucement, le RER, notre terminus est passé de Gare du Nord à Châtelet-Léal, et après, ça va jusqu'à Melun, ou dans le 91 aussi. Voilà, et aujourd'hui, on est beaucoup plus connectés, mais à l'époque, c'était pas évident. Et c'est le rap qui m'a fait rencontrer d'autres gens. C'est un monde qui s'est ouvert à toi. Exactement. Autre anecdote, on va parler d'un moment, un moment de bascule. Ouais. Tu racontes une anecdote où, vers le début du livre, une arme est braquée sur toi. Ouais. Concrètement, qu'est-ce que ça change dans ta façon de parler, d'écrire et de regarder le monde après ça? Ça m'est arrivé très jeune. Donc, en vrai, concrètement, ça n'a pas changé tout de suite quelque chose. Quand on est adolescent, la vie, elle va très vite, en fait. Et j'ai presque envie de dire, on n'a pas le temps de réfléchir à ce qui vient de se passer. Moi, cette scène, elle m'a marqué, elle a changé quelque chose en moi beaucoup plus tard, mais genre 10 ans plus tard, en fait. Je repensais, je me dis, mais là, je suis en train de faire des belles choses, mais j'aurais pu ne pas être là. Et puis surtout, la scène, elle est folle, c'est que la personne qui était derrière le pistolet me voulait pas de mal à moi. Je me suis retrouvé là parce que dès que j'entendais du bruit, du grabuge, je courais, j'allais voir et tout. Au mauvais endroit, au mauvais exactement. moment. Et en fait, ils voulaient braquer d'autres gens qui, eux, ont couru partout. Et moi, j'ai pas couru. Et je me suis retrouvé face à lui. Et heureusement, il a eu du sang-froid pour pour me reconnaître et ne pas tirer. Et du coup, me dire, mais tu te rends compte que j'allais te tirer dessus, là? Qu'est-ce que tu fais là? Et moi, à ce moment-là, je suis paralysé des pieds à la tête, de la tête aux pieds. J'arrive même pas à lui répondre, en fait. Je vois l'arme devant moi et je me voyais partir. Et à ce moment-là, ouais, bah, ça m'a refroidi. Mais 1 heure plus tard, tout était reparti, et voilà, et tout. Et c'est vraiment 10 ans plus tard que je me suis dit, waouh, ce jour-là, j'aurais pu mourir et pas vivre tout ce que je suis en train de vivre. Et ouais, là-dedans, du coup, tu fais un peu plus attention. Ah ouais. Donc c'est un fait marquant que tu racontes, mais en fait, il a été tellement furtif. Sur le moment même, effectivement, tu prends même pas conscience parce que il y a notamment ce qu'on parle de dissociation, de sidération. Ouais. Mais par la suite, la prise de conscience a eu lieu, quoi, plus tard. Ouais, beaucoup plus tard. Ouais, beaucoup plus tard. En fait, ça correspond à une période où la musique me fait sortir de mon quartier, et c'est là, à ce moment-là, que je réfléchis. Et quand je reste dedans, en fait, malheureusement, c'était pas la première fois que je voyais ce type d'action. Bon, là, c'était sur moi, mais il y a eu des moments où c'était sur d'autres gens, et il y a un moment que je raconte dans le livre qui est beaucoup plus tragique ou quoi, où il y a une personne qui meurt et tout. Mais c'était une période où tout allait très vite, donc vraiment, on prenait pas le temps malheureusement, de réfléchir et se dire, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Faut que je sorte de ça. Moi, mes amis, ils étaient là, je traînais là avec mes amis, et il se passait des choses cool et des fois des drames. Mais 10 ans plus tard, je me disais, bon, stop. T'as la musique. Focus-toi sur la musique. Exactement, on reste concentré. Tu restes concentré sur ta passion. Voilà. Justement, pour revenir par rapport à la musique, ta passion. Quand tu entres, on va parler de maison de disques. Ouais. Quand tu entres chez les majors, tu dis très clairement ce que tu échanges dans ton bouquin, avec le recul. Qu'est-ce que tu as accepté de perdre et pourquoi? Moi, j'ai rien perdu en signant dans cette maison de disques, parce que je suis tombé sur une super équipe, vraiment. C'est des gens avec qui je suis encore en contact aujourd'hui, alors que la signature, elle date de 1998. On est en 2026, je suis encore en contact avec certaines des personnes de cette équipe-là. Moi, c'est plus le côté passion qu'il y a avant de sortir l'album. Une fois que tu sors l'album, je dis pas quand tu le fais, c'est encore la passion. Mais une fois que tu sors l'album, on commence à t'envoyer des plannings de promotion. Faut aller là-bas. Et là, tu comprends que c'est plus juste ta passion, ça devient un métier. Que tu dois vendre ton album partout où tu vas. Et j'avais pas l'habitude de ça avant, moi. C'est là que le gainage commence. Exactement. Comme on dit. Et du coup,
tu prends peut-être moins de plaisir. Parce qu'il y a des trucs qui sont moins spontanés. Quand tu rentres, tu viens dans une émission de télé ou une émission de radio, le truc dans ta tête, c'est je dois bien parler de mon album pour le vendre, faut que ça fasse des chiffres derrière et tout ça, machin. Et là, il y a plus la passion, là. Là, t'es au travail. Et ce que j'aimais, moi, quand je faisais de la musique, donc avant de sortir l'album, c'était le côté passion, c'était je veux faire ce que j'aime, j'étais content. Et là, tout d'un coup, en fait, il y a une maison de disques qui a investi sur toi et qui attend un retour sur investissement, voire des bénéfices. Et donc, on va au travail tous et on vend la musique. C'est peut-être ça que j'ai perdu, mais j'ai pas perdu la passion. C'est juste qu'il y a le côté métier, côté professionnel qui s'est rajouté à ça, et des fois, ça va pas toujours ensemble. On peut parler, peut-être perdre un peu d'insouciance ou un peu de spontanéité, parce qu'effectivement, tu dis que t'es drivé par toutes les équipes, quoi. On t'envoie là, on t'explique qu'il faut aller là, qu'il faut tenir tel discours, telle posture, etc. C'est surtout que des fois, au début, t'as cette innocence. Donc tu vas faire de la promo et t'es juste naturel. Et à la fin de l'émission de radio où t'as l'attaché de presse de la maison de disques qui va te dire « T'étais génial, tu te rends pas compte, parce que t'as été comme ça a généré ça et ça. Oh là là, super !» Quand tu rentres chez toi, tu perds l'innocence. Tu comprends que parce que t'as dit ça et ça, t'as gagné ça et ça. C'est-à-dire que la prochaine émission où tu vas aller, tu vas essayer de dire ce type de choses qui vont générer des belles choses pour la suite de la promotion de ton album. À partir de ce moment-là, tu travailles. T'es dans un métier, t'es plus dans la passion. Et c'est ça que j'ai perdu, je pense. Oui, je vois. Au tout début de ton prime, tu fais un featuring avec Boyz II Men. Ouais, incroyable. Et tu participes à leur tournée aux États-Unis, notamment au Mississippi. Ouais. Raconte-nous cette expérience. Ah, c'était fou. Déjà, c'est ma première fois aux États-Unis, sachant que moi, j'écoute beaucoup de rap américain, donc la culture américaine, elle est en moi, mais j'ai jamais mis les pieds à ce moment-là. Et là, on me dit, voilà, le morceau avec Boyz II Men marche super bien. Il faut que tu rencontres Boyz II Men, parce que moi, j'ai enregistré en France, eux, ils avaient déjà enregistré aux États-Unis. Donc, en gros, il faut qu'on crée la rencontre. Comme ça, on envoie de la presse française qui viennent vous interviewer ensemble et tout. Et à ce moment-là, eux, ils sont en tournée aux États-Unis. Donc, ils me greffent sur une date là-bas. Et c'était à Jackson, Mississippi. Et donc, c'est ma première fois aux États-Unis. J'ai rendez-vous avec Boyz II Men, qui est peut-être le plus grand groupe de R&B à ce moment-là. Dinguerie. Donc, moi, quand j'arrive à la douane et qu'il y a un douanier qui me dit « Pourquoi vous venez ?» Les douaniers américains sont très sévères, très méchants. « Qu'est-ce que vous faites ici ?»« Pourquoi ?» Et moi, je suis là, alors je dois rejoindre Boyz II Men en concert. Il me dit, je suis sérieux. Qu'est-ce que tu fais ici? Et moi, je dis, je suis sérieux. On me dit, Et là, il y a quelqu'un de la maison de disques qui vient me dire, non, dis pas ça. Dis que t'es en vacances. Après, je dis, non, je suis en vacances. Voilà, pourquoi tu essaies de me mentir? Au fond de moi, je me disais, mais c'est la vérité. Mais donc ça, c'était l'entrée en matière. Une fois que je suis là-bas, moi, je suis comme un gamin. Tout ce que je vois dans les films, je suis dedans, en fait. C'est réel, ça existe. Moi, je prenais en photo tout et n'importe quoi. Une station essence, je la prenais en photo. Mais il y a une station essence, mais celle qu'on voit comme dans les films américains. C'est pas les mêmes stations qu'en France, tout ça. J'étais comme un fou. Et j'ai compris beaucoup de choses, en fait. Comment les Américains écoutent leur musique. Pourquoi, suivant la ville où tu es, ils font tel type de musique ou tel type de rap. Et les États-Unis, c'est un pays tellement grand. Oui, il y a des influences, exactement, et des histoires, et des communautés. Et du coup, ça m'aidait même à comprendre le rap du Sud. Il y avait un certain rap du Sud qui montait à ce moment-là, notamment No Limit, le label No Limit Records. Et moi, c'est une musique que j'aimais pas écouter quand j'étais en France. J'ai vu comment il écoutait là-bas, je suis rentré, j'ai tout acheté. Je dis, vous vous rendez pas compte, c'est trop bien un truc. Et juste découvrir l'ambiance, et puis les voitures, les sonos, comment elles sont réglées et tout. J'étais là, ouais, non, c'est autre chose. Donc j'ai redécouvert des choses que j'écoutais. Je me suis mis à les écouter différemment et à comprendre vraiment ce truc territorial. Voilà. Bon, la France est beaucoup plus petit. On n'a pas vraiment le style de Paris, le style de Toulouse, le style c'est pas pareil, mais vraiment aux États-Unis, New York, c'est pas Los Angeles. Los Angeles, c'est pas la Nouvelle-Orléans, ainsi de suite. Et je l'ai vécu comme ça là-bas. C'est très enrichissant d'ailleurs. Ouais.
On parle toujours des États-Unis, on va se concentrer sur New York. Quand tu arrives à New York, tu le racontes également dans ton livre, Ouais. et tu comprends assez vite que tu ne seras jamais totalement insider. Avec le recul, qu'est-ce que cette expérience américaine t'a appris sur ta place, ton regard et ta manière d'aborder la culture? Moi, la chance que j'ai eue en allant à New York ou même aux États-Unis en général, c'est que à chaque fois, j'étais connecté avec des gens de l'industrie de la musique là-bas. Et ils m'expliquaient comment ils faisaient leur business, comment ils faisaient la promotion, comment ils créaient des buzz, alors que c'est une époque où on n'utilisait pas ce mot-là. Tout ça, moi, j'étais, ah ouais, tout. Donc ça, c'était faux. Ouais, c'était faux. Mais ça a fait monter la sauce, tout ça. Ah ouais. Quand je suis rentré en France, j'ai voulu faire comme eux, mais l'adapter à la France. Le problème, c'est que j'ai été confronté à des gens autour de moi qui croyaient en rien. Et c'est un peu une attitude française qu'on avait à l'époque. Je trouve qu'aujourd'hui, ça change. Ça a même changé. Mais à l'époque, moi, je disais, les gars, j'ai vu ça à New York, j'ai vu ça à Jackson, Mississippi, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça et tout. Wow, ça marchera jamais. C'est une phrase que j'ai entendue. Les codes n'étaient pas les mêmes. Ouais, puis il y a un truc de... Le mood. Il y a un truc que moi, j'ai vu, notamment à New York, justement, où on te présente quelqu'un, la personne te dit, tu fais quoi dans la vie? Tu expliques que tu fais, wow, c'est trop bien, continue, fonce. Ça hype. Déjà ça. Pire, je connais quelqu'un qui peut faire quelque chose avec toi et tout de suite. Et ça va très vite, hein. C'est pas, ouais, on verra dans une semaine. Tout de suite, tac, tu l'appelles, truc, là, on l'appelle. Ok, il est libre tout de suite, t'es libre? Oui, on y va. C'est des choses que moi, j'ai vues là-bas, je suis là, oh, mais faut qu'on fasse ça. Et je revenais en France et à chaque fois, on me disait, attends, ou alors, mais non, ça marchera pas et tout. Et du coup, moi, j'ai été dans une semaine super speed parce que je rentrais des États-Unis. Et de voir tous ces refus, ce manque de motivation, ça me remettait dans ce mood-là. Et moi aussi, la deuxième semaine, j'étais dans une espèce de dépression où je restais chez moi et je voulais plus rien faire. Ça, c'est dur, ça. C'est un mindset qui est un peu différent. Ouais. Aux US, ouais, c'est des grands créatifs et je crois que ça va très vite. Ouais. C'est concret, ça avance. C'est oui ou non. Et je trouve que les plus jeunes aujourd'hui, en France, ont plus ce mood-là américain que ma génération. Là, quand moi je vois des plus jeunes, je les vois bouger, je dis, hey, ils sont bien, eux. Voilà, donc c'est cool. Mais ouais, moi, à l'époque de mon premier voyage à New York, donc on est fin des années 90, je reviens en France. C'était dur, hein. Un driver aux États-Unis, tu as vu pas mal de choses. Est-ce que tu as d'autres anecdotes un peu croustillantes à nous partager? Il s'est passé tellement de choses aux États-Unis, plein de belles choses, mais pour une fois, je vais raconter un truc où j'étais pas très à l'aise. Je pense que j'étais à Los Angeles avec un pote. On est à Beverly Hills, on va rejoindre un de ses potes en studio. C'est le studio de Warner Bros. Donc on est dans les beaux quartiers et tout, cool. Et il me présente ce rappeur. De la façon dont il est habillé, je constate que c'est un gangster. Il est habillé tout en bleu, donc je vois de quel gang il est. Mais on s'entend bien. Et à ce moment-là, quand on me présente, on me dit, voilà, lui, c'est un rappeur français. Il me dit, ah, tu rappes en français et tout. J'ai jamais entendu, vas-y, rappe. Et je rappe, et le mec, il se dit, ah, ok, je sais pas ce que tu racontes, mais ça sonne bien. Et tout, vas-y, donne ton numéro, on va collaborer, on va faire des choses. Ok. Le lendemain, il m'appelle. Moi, j'habite dans un beau quartier de Hollywood. Et il me dit, t'es où? Je lui dis où je suis. Il me dit, je viens te récupérer, on va traîner ensemble aujourd'hui. Il vient me chercher. Je monte dans sa voiture. On roule, on discute. Et plus on avance, plus je vois que l'environnement change. Je commence à voir des trucs bizarres et tout. Et je lui dis, mais on est où ici, là? C'est bizarre, ça commence à devenir sombre et tout. Il me dit, ouais, là, t'es dans mon quartier, on est à South Central. Et South Central, c'est un quartier dont j'ai entendu parler toute ma jeunesse parce que j'écoute beaucoup de rappeurs qui viennent de là-bas, notamment Ice-T, Ice Cube, tout ça, et notamment un film qui s'appelle Boys in the Hood, que j'ai vu des milliers et des milliers de fois, qui a été tourné là-bas. Donc je sais que c'est pas un quartier simple.
Mais vas-y, je dois faire le bonhomme, on y va, on roule. Je vais pas lui dire, non, on fait demi-tour. Je dis rien, on roule. On y va. Et à un moment, on se gare et tout. Il me dit, viens, je vais te présenter les homies. Donc, ses amis. Et là, j'arrive et je vois des mecs qui sont habillés avec beaucoup de bleu. Hein. Je sais où on est, je vois le croisement de rue, Crenshaw Boulevard, Slauson Avenue. Je sais qu'on est chez les Rolling 60s. C'est un gang Crips de Los Angeles et tout. Et je me sens de moins en moins à l'aise. Et là, quand il me présente, les gens me regardent bizarrement et il dit non, lui c'est mon ami, il vient de France, tout ça. Donc ok, il se calme. Par contre, leur hospitalité, c'est de te proposer à boire ou à fumer. Moi, je fume pas. Donc, il me propose à fumer, je dis non, je fume pas. Il me propose à boire, je dis non, je bois pas. Mon pote, il me dit par contre, tu vas devoir accepter un des deux parce que sinon, ils vont mal le prendre. Donc, bon, je préfère boire que fumer. Donc, j'ai dit, vas-y, je vais boire. C'était du cognac, sans mélange, rien. Hein. Ah, des bails sombres. J'étais où? J'étais pas T'étais super loin. bien, ouais. T'étais loin. Mais voilà, tu dois faire comme si tout allait bien. Et là, les gars, il y a deux petits d'un quartier ennemi, on va dire, qui sortent de l'école, qui passent dans leur quartier. Eux, ils insultent les petits en disant « Oh, qu'est-ce que vous faites là? Vous savez très bien qu'il ne faut pas passer ici. Oh !» Les petits partent en courant. Moi, j'ai mes réflexes de français. On a nos vies de quartier aussi en France. Et moi, je vois très bien les petits aller parler à leurs grands et leur dire on s'est fait agresser là par les mecs du quartier là-bas. Et je les vois bien leurs grands revenir. Et là, je me dis, moi, je vais me retrouver au milieu de tout ça. Et à la base, je suis en vacances. Je suis en vacances, je suis pas venu pour ça. Donc en vérité, je suis pressé de partir. Mais je commence à parler à mon gars, lui dire, bon, sinon, on fait quoi maintenant et tout. Il dit, attends, tranquille, on est là, on est avec les potes, les homies. Ouais, mais je dis rien. Mais en fait, ça a dû durer 20 minutes. Mais dans ma tête, ça a duré 1 heure. J'en pouvais plus. Je disais, ils vont revenir. Leurs grands vont revenir. C'est ça que je me dis dans la tête, faut partir. Je me dis, je suis en vacances, je suis pas venu pour ça. Heureusement, ils sont pas revenus. Au bout d'un moment, le gars, dont je citerai pas le nom, m'a dit, bon, vas-y, on bouge, on y va. On est parti. J'étais content. Il m'a ramené chez moi, entre guillemets. Et il m'a dit, bon, on se voit demain, je t'appelle. Je dis, ouais, le lendemain, il m'a appelé, je n'ai pas décroché. Ouais. Je voulais pas revivre ça. T'as pas donné suite. Je me dis, c'est quoi la suite? J'avais dans quel ghetto? Non, merci. C'était trop sous tension, tu t'es dit non, non. On va revenir un peu sur la France. Ok. Aujourd'hui, on te voit aussi dans des formats très visibles, comme Nouvelle École, ou la cérémonie des flammes. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'occuper ces espaces-là, après plus de 30 ans de parcours? Ben, c'est déjà moi je le fais, on vient me chercher, on m'appelle, je le fais parce que j'aime le faire. Déjà à la base. Et que t'es bon. Merci, ça c'est toi qui décides. Et le truc c'est ce que ça m'apporte, je me rends compte après, c'est que ça me connecte à la jeunesse en fait. Ça me connecte aux artistes qui sont plus jeunes que moi, du coup ils arrivent à m'identifier, ils savent qui je suis. Moi je sais qui ils sont parce que je suis là. À dire leur nom pendant toute la cérémonie des flammes et tout. Donc, bien sûr, à un moment, celui que je connais pas, ben, je vais chercher et je vois qui c'est. Et déjà, ça me connecte à eux. Et en plus, il y a vraiment ce truc de transmission. Il y en a certains avec qui je m'entends bien, avec qui je discute, et qui me disent c'était comment avant. Et moi, je leur dis comment c'était. Mais comme moi aussi, je suis un grand curieux, c'est comment maintenant. Mais oui, t'es dans l'échange. Comment vous faites, vous? Mais oui. Et j'apprends énormément. Mais oui. De la jeune génération. Vraiment. Mais oui, c'est intéressant. Et ça, c'est cool et ça me permet d'être là. D'être toujours là. Ouais, aujourd'hui, quand je marche dans la rue, qu'il y a quelqu'un qui me reconnaît, c'est jamais pour les mêmes raisons. Il y en a, il va me reconnaître pour ma musique. Il y en a, il va me reconnaître pour Rap Contenders. Il y en a, il va me reconnaître pour Les Flammes, pour Nouvelle École, pour tous les médias que je fais aussi. Et ça fait que on est sur un panel où il y a des gens qui peuvent avoir 60 ans comme il peut y avoir des gens qui ont 10 ans. Tu touches toutes les générations. Et ça, c'est vraiment cool. Mais oui, c'est génial. Ouais. Tu restes connecté à la nouvelle génération, comme tu dis, les nouveaux talents émergents. Ouais. Et eux, en fait, pour eux, c'est un honneur de te rencontrer parce que tu es une figure emblématique de la culture rap. C'est cool, mais c'est une vraie source d'inspiration pour tout le monde. C'est aussi un honneur pour moi de rencontrer
certaines personnes, certains artistes de la nouvelle génération. C'est très riche comme échange. Ouais. C'est génial, tu m'as fait une bonne transition, tu as parlé de transmission. Ouais. Et bien justement, dans ton livre, tu parlais à un moment de ce manque de légitimité, justement. Ouais. Il me semble qu'à 23 ans, on te Ouais. propose d'aller parler à des élèves et tu refuses. Exactement. Et du coup, la question, c'est qu'est-ce qui, à l'époque, te faisait dire « je n'ai encore rien à transmettre ». J'étais trop jeune. Pour moi, j'avais pas fait assez de choses. Je me disais, qu'est-ce que je vais leur raconter, en fait? Et puis, il y a une responsabilité quand tu parles à des jeunes. Faut que tu te sentes un minimum être un exemple. C'était pas mon cas. Moi, 23 ans, j'avais une vie. C'était n'importe quoi, ma vie. Je me voyais pas prêcher la bonne parole à des élèves dans une école. Alors, les gars, faut être comme ci, comme ça. Alors que moi-même, j'étais encore trop freestyle et tout. Donc non, j'ai fui. Ne m'en voulez pas. Ça demande beaucoup d'humilité, effectivement, à l'époque, à 23 ans. Voilà. Aujourd'hui, je me sens plus capable de le faire Bien parce sûr. que j'ai vécu beaucoup plus de choses. J'ai un âge avancé. Donc voilà, je peux. Mais 23 ans à l'époque, non, j'étais pas prêt pour ça. On arrive à la fin de notre échange très passionnant. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Si on enlève les titres, les rôles, les casquettes, qu'est-ce qui reste là maintenant? Une calvitie. Elle est belle celle-là. Si on enlève la casquette, qu'est-ce qui reste? Une calvitie. Exceptionnel. Non, je suis... En dehors de la calvitie. Ouais. En dehors de cette problématique capillaire. Il reste quelqu'un de passionné. Moi, c'est en fait ce qui m'a fait rentrer là-dedans, c'est la passion. Toujours la passion. Ce qui m'a fait tenir, c'est la passion. T'étais là, t'es toujours là. Et ce qui fait que je suis encore là, c'est la passion. J'aime trop ça. J'aime vraiment ce que je fais, et depuis le début. S'il n'y a pas la passion, j'arrête, en fait. Et c'est ça qui va rester, en fait. Et souvent, quand il y a des plus jeunes qui me demandent un conseil, oui, qu'est-ce que tu pourrais me dire pour que ça avance pour moi? Le seul truc que je dis, c'est fais-le avec passion. Ouais, exactement. Parce que il y a des moments qui vont être durs. Et si t'es pas passionné, tu vas arrêter. C'est ça. Et c'est la passion qui te fait ne pas lâcher. T'aimes trop ça. Qui te fait durer. Exactement. Donc moi, c'est le seul conseil que je peux donner. Le reste, en vérité, tout le monde a des chemins différents. Je ne vais pas lui dire, il faut que tu fasses comme ça. Ça a peut-être marché pour moi, mais si je reproduis mon schéma, pour lui, ça ne marchera pas. Parce que lui, il est lui, moi, je suis moi. Chaque parcours est unique. Par contre, la passion, c'est important. C'est ce qui fait que tu vas rester quand les moments vont être difficiles. On arrive à la fin de cette interview passionnante avec Driver. Retrouvez son livre « J'étais là, 30 ans au cœur du rap » aux éditions Face Cachée, en ligne et dans toutes les librairies de France. Est-ce que tu as un dernier petit mot de fin, Driver? J'ai un dernier petit mot. Déjà, merci pour la promotion. Et écoutez du Bad Bunny, mangez du riz, café le matin, l'eau de boisson l'après-midi. Merci, Driver.